j'ai retenu deux choses, professionnalisme et proximité, et transparence. Messieurs les distributeurs automobiles et ceux qui sont ici constructeurs automobiles, les gens ici qui ont acheté, on a tous acheté un véhicule. Est-ce que ici, dans le public, vous savez combien vous coûte votre véhicule une fois que vous l'avez acheté? On n'a pas la réponse. La réponse, vous l'avez. En termes d'approche commerciale, aujourd'hui, quand vous prenez les vendeurs de véhicules, depuis 30 ans, on conditionne le consommateur marocain avec un prix, une brochure et un montant de remise. Aujourd'hui, vous le savez mieux que quiconque. On ne parle plus d'acheter un véhicule, mais on parle de solutions de mobilité. Et en termes de solutions de mobilité, on parle de transparence. Je pense que le client marocain a besoin de connaître, en toute transparence, quand il achète le véhicule, surtout combien ça lui coûte après. Combien de fois, nous, en tant que consommateurs marocains, on a eu un problème avec la voiture, on va chez le constructeur et on tombe des nues. Parce qu'on se dit, waouh, il faut qu'on paye ce montant-là. Commercial dans l'âme, je pense que c'est aux commerciaux d'être dans une logique de transparence afin de pouvoir, nous éduquer en tant que consommateurs et consommatrices marocains en disant, oui, vous achetez ce véhicule-là, mais à Handek. Et dedans, on peut y intégrer beaucoup de choses. On peut y intégrer le coût du carburant, le coût des pneus, l'entretien. Et c'est marrant parce que quand je suis arrivé au Maroc il y a 30 ans, j'ai travaillé pour Xerox. En 1993, en tant que commercial, je ne vendais pas mon copieur par rapport à un prix, mais je le vendais à travers un retour sur investissement. Et en termes de transparence, ce que j'ai appris chez Xerox, c'est qu'à chaque fois que vous achetiez un copieur Xerox, vous connaissiez, vous, combien à chaque fois que vous appuyez sur le bouton, vous coûte votre copie. Prenant en compte l'amortissement sur 60 mois, prenant en compte les fluctuations du papier, prenant en compte le tonnerre, durée de vie, le coût de l'usage. Et donc, je vous fais un appel au niveau de vos équipes commerciales qui, eux, sont, puisque qu'est-ce qu'on cherche? On le disait tout à l'heure, vous le disiez tout à l'heure, fidéliser le client et être dans cette logique de proximité. Aujourd'hui, je pense que le marché automobile est en pleine transition énergétique, technologique, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin, nous, consommateurs, en toute transparence, OK, on connaît le prix, on connaît le montant de la remise sur chaque marque qui est présente au Maroc, mais ce que je pense qu'on aimerait surtout connaître, c'est, OK, j'acquiers un véhicule en termes de solutions de mobilité, combien va me coûter mon véhicule, en fait, une fois que je l'ai acquis? Oui, aujourd'hui, toutes les marques ne présentent pas forcément cet élément qui est le coût d'entretien. Mais je peux vous dire que la majorité le présente sous forme de contrat d'entretien. Donc, il n'y a pas plus transparent. Vous achetez ce véhicule. Si vous achetez un contrat d'entretien de 2 ans, 7 ans, 3 ans, 7 ans, 4 ans, 7 ans, donc vous savez ce que ça vous coûte. Ce que ne comprend pas le contrat d'entretien, il ne comprend pas la pneumatique dans certains cas, quoique dans d'autres, chez certains opérateurs, il peut la contenir. Et donc vous avez la condition, c'est un jeu tous les X milliers de kilomètres. Et donc vous savez ce que vous coûte ça. Libre à vous de le prendre ou de ne pas le prendre. Et aujourd'hui, dans ma crémière, on vous dit, si vous le prenez, ça va vous coûter 100. Si vous le payez saucissonné sur la durée de vie de 4 ans, ça va vous coûter entre 110 et 115, grosso modo. Donc, on vous encourage à le prendre. On vous encourage à l'intégrer même dans le financement. Et mon collègue ici est très fort dedans. Et nous, c'est plus dans le souci de transparence. C'est un objectif de survie. Toute chose étant égale par ailleurs, si on ne fait rien, nos revenus en tant que distributeurs and retailers d'ici 2040 vont fondre de 70% à volume égal. Ça, c'est une étude très précise, je peux partager avec toi par la suite. Donc, tout l'effort que nous sommes en train de faire, constructeurs et distributeurs, c'est de dire comment... Alors pourquoi on perd? On va perdre ça parce que, qu'on le veuille ou non, les coûts des véhicules augmentent, les marges des constructeurs et des distributeurs baissent,
Et le véhicule électrique coûte moins cher à entretenir. C'est un fait. Donc on a des moteurs. Donc du coup, tout le game que nous avons aujourd'hui, les NPS, les Customer Satisfaction, machin, aujourd'hui c'est devenu une obligation parce que on doit faire venir nos clients. Donc les taux de rétention année 1, année 2 deviennent des KPI fondamentaux. Communiquer sur la qualité du service après-vente devient encore plus fondamental que ça ne l'est. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit fleurir des propositions d'extension de garantie, parce que ça loque le client. Oui. Mais le client aujourd'hui, on est de plus en plus exigeant. Théoriquement, sur l'ensemble des marques, les commerciaux, toutes marques confondues au Maroc, devraient savoir calculer un TCO. Vous prenez 10 commerciaux, toutes marques confondues, je vous le jure, il y en a à peine 2 qui savent le calculer. Les 8 autres restent sur l'emblématique et l'habitude de consommation qu'on nous a donnée à nous en tant que clients, c'est prix, brochure, montant de la remise. Et pour vous, ça a un impact énorme, puisque vous ne voulez plus négocier les montants de la remise. Alors moi, je vous dis franchement, Yann, je ne veux pas vendre ma voiture avec un TCO. Parce qu'il y a une part d'émotionnel, il y a une part de rêve. Si je vous vends un Vito ou un Sprinter, là on parle TCO. Parce que quand vous transportez une tonne de marchandises, que vous la mettiez dans une marque X, Y ou Mercedes, c'est pareil. Là oui, on parle que TCO. En revanche, et on sait le faire. Voilà, c'est le coût au kilomètre, je vous le sors en fonction de votre métier, en fonction de votre truc. Ils l'ont sur leur tablette, ils ne parlent que ça parce que nos clients ne veulent entendre que ça. En revanche, les loueurs savent sur les loueurs, oui, mais les loueurs, ils sont dans du B2B. Nous, on vend encore du rêve. On vend une marque, on vend une projection de soi, on vend un statut. Et ça, c'est de l'immatériel. Ça ne se calcule pas en TCO. En revanche, quand le client demande, on a l'information. Oui, ça c'est vrai, vous avez l'information. Là, tu disais les contrats d'assurance, les contrats d'entretien, on met même des assurances. Oui. Alors pour le coup, le client, il sait exactement ce qu'il paye sur les 6 années, les 5 années à venir, assurance comprise. Donc pas plus transparent. Parce que quand c'est dans le contrat d'assurance, demain tu as un casse, tu reviens chez nous. Et j'ai envie de dire, Yann, souvent ceux qui ne payent pas, c'est parce qu'ils pensent avoir leur coûter moins cher de le gérer eux-mêmes qu'en payant le contrat d'entretien. Donc ce n'est pas forcément une question de transparence, c'est un arbitrage aussi, en se disant oui, c'est un coût additionnel et je vais pouvoir le gérer d'une façon. Donc, ça aussi, d'ailleurs, on se bagarre pour avoir un taux de pénétration. Bon, ça dépend des marques, mais je peux vous dire, chez moi, pourtant, bon, la clientèle est plutôt aisée, etc. J'ai des taux de rétention qui sont très honorables, mais aujourd'hui, un contrat d'entretien, c'est moins que 25% de taux de pénétration. Donc sur 100 clients à qui il est proposé, avec une remise à la clé, fact-based, eh ben, il y en a 25 qui disent oui. Seulement. Vous êtes à la tête du plus gros réseau commercial du pays. Est-ce que vous étiez à la tête est-ce que au final c'est pas vous qui avez le plus à perdre dans la digitalisation? Je veux dire pour vous en termes de pour vous débarrasser de foncier si à terme il faut basculer sur la digitalisation. Non, encore une fois, non, bien au contraire. Mais je ne mets pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Oui, absolument. La preuve, nous avons effectivement 90 points de vente et de service, mais nous continuons à améliorer notre couverture territoriale. Et c'est quelque chose qu'on fait tous les mois, on regarde notre couverture, on l'améliore, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si par exemple, au final, le business model d'un constructeur comme Lynk & Co s'impose comme étant le plus normal, vous voyez ce que je veux dire? Si à terme la digitalisation prend tellement de place que les showrooms pas disparaissent, mais voilà, fondent un peu. Voilà. Ils seront plus petits, il y aura des gens différents, il y aura toujours des véhicules d'occasion à vendre, il y aura toujours du service à faire. Il y a tellement de métiers autour de l'automobile, il y a tellement l'écosystème est tellement énorme. Je vais reformuler un peu la question. Est-ce que les constructeurs qui ont des réseaux un peu
embryonnaire ou plus petit que le vôtre en tout cas, est-ce qu'ils n'ont pas les coudées plus franches que vous? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, vous leur posez la question. Ce qui me concerne, c'est notre couverture territoriale. Je le vois dans nos résultats d'ailleurs et dans nos parts de marché. Ils nous sont très utiles et ils le seront à l'avenir. Comme je vous ai dit, on continue à le faire. Ce qui compte pour moi, c'est plus dans cette boîte, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les personnes que je mets là face au client? Quels sont les process que je mets en place? Quelle formation je fais? Quelle qualité je donne? C'est surtout ça ma préoccupation. C'est pas est-ce que j'ai besoin d'un concessionnaire à Midelt ou c'est pas le problème. Je veux des gens du terroir, des gens qui connaissent leur ville, qui connaissent leur territoire, qui savent parler à ces gens-là et qui promeuvent la marque. Mais je ne pourrais pas vous dire que finalement, vous me dites si le schéma gagne, ben c'est dans 50 ans, on s'adaptera toujours à ce qui se passe. L'automobile et la vente d'automobiles et d'autres produits est en mutation constante. Mais je rajouterai aussi que aujourd'hui, un newcomer, c'est une histoire de cost-benefit. Bâtir un réseau de distribution à l'échelle mondiale, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Ça coûte des chiffres incroyables. Mais juste un chiffre. Aujourd'hui, si vous voulez que je sois votre distributeur, je dois gagner ma vie. Je contrôle un territoire. J'ai un savoir-faire que je vous apporte. Donc je dois être rémunéré pour ça. Allez, on va dire 15 points. Vous imaginez ce que c'est 15 points sur un coût de revient fois le nombre de véhicules que vous allez vendre à travers le monde? Alors que en le pluguant sur Internet, vous arrosez toute la planète. Maintenant, vous ne le faites pas, vous perdez aussi d'autres choses. Et c'est là où il y a le trade-off à faire. Et il y a la question du temps. Qu'est-ce que je fais? J'y vais mollo, je construis mon réseau physique, ça va prendre du temps, ça va me coûter de l'argent. Ou alors, demain, je suis présent partout dans le monde et je prends des grosses usines logistiques qui me gèrent et la partie livraison et la partie après-vente. C'est un calcul. C'est une chose stratégique à faire. Enfin, il y a la question du profil de l'acheteur, en fait. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas 100% technophile et la réalité, c'est que les marques traditionnelles peuvent faire les deux, mais les nouveaux arrivants, eux, ils n'ont pas le choix, ils offrent que du digital, donc ils se coupent d'une part de marché qui est énorme. Et il faut arrêter de croire que tout le monde va basculer, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que c'est possible que c'est souhaitable et que tout le monde a envie. Et donc, au final, le client, on dit le client, mais il y a des profils de clients qui sont tellement différents, qui ont des attentes différentes, des besoins de conseils, d'accompagnement, de beaucoup de choses. Donc, c'est pas prêt de disparaître. Et en plus, pour le coup, c'est un acte d'achat qui est quand même très agréable, d'aller voir une voiture. C'est pas une contrainte, c'est pas comme aller acheter des bouteilles d'eau dans un hypermarché, quoi. Surtout de la récupérer. J'ai une question pour vous, Monsieur Benani. Mercedes, ouais. Donc, c'est par rapport aux premium et aux généralistes. Quand on va visiter un showroom, en général, on remarque les standards premium des constructeurs premium. Est-ce que dans le digital, il y a aussi une petite différenciation? Est-ce que vous œuvrez pour apporter un petit plus, quoi, par rapport à... Oui, en majuscule, gras, corps 36. Définitivement, c'est pas facile. C'est pas facile parce que qu'est-ce que luxe en digital? La réponse, c'est simple. Et c'est pas facile de faire simple. Et c'est ça la force de Tesla, franchement. Parce que, franchement, vous allez voir leur site internet et vous allez tout de suite comprendre. Si vous prenez notre site internet qui est toujours en ligne, qui existait parce qu'on est dans un move, qui est le mercedes-benz.com.ma, et que vous le comparez à mercedes-benz.ma, qui est le nouveau, comparez, vous allez voir la différence. Beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif. Normalement, en 6-7 clics, vous devez avoir fait le tour.
Et on avait un objectif de nombre de pages visitées qui devait être divisé par 2 pour avoir le même nombre de leads. On y est quasiment. Donc voilà, pour répondre à votre question. C'est plutôt une remarque, pas une question, par rapport au taux de motorisation, au taux d'équipement par le nombre d'habitants au Maroc. Donc on est aux alentours, je pense, de 80 sur 1000 habitants qui ont une voiture. Donc par rapport à l'expérience client et par rapport au sujet de digitalisation, donc on pose la question combien de Marocains qui ont déjà acheté une nouvelle voiture. Donc la première expérience qu'on a aujourd'hui au Maroc est en train de se développer, exige surtout le physique, exige d'avoir un bon de commande qui rassure la version, les options, les couleurs, le délai, le prix, etc. Et d'autres autres engagements par rapport à la promesse client communiquée par le commercial, expliquer un contrat d'assurance, un contrat d'entretien, un contrat de financement, etc. Par rapport aux autres pays en Europe, je pense c'est la 3e, la 4e acquisition de voitures. Donc l'expérience physique, il est acquise. Donc on a besoin de l'expérience digitale. Donc au Maroc, surtout pour les gens qui travaillent sur l'expérience client ou sur le développement de l'informatique et l'intelligence, c'est une donnée très importante. Il faut répondre aux besoins clients qui n'ont jamais acheté une voiture neuve au Maroc par rapport à un parcours digital pour répondre avec des questions et non pas autre chose. Donc voilà, merci. Moi, je crois que jamais le Marocain n'a été exposé au bien qu'est l'automobile que depuis que le digital existe. Aujourd'hui, n'importe qui au fin fond de son champ peut consulter n'importe quelle marque, n'importe quel modèle sur YouTube, ici, à l'étranger, en arabe, en français. Donc ça permet au contraire, je dirais, la vulgarisation. En revanche, ce qui plaide pour le physique, c'est un fait culturel, de trust, entre l'acheteur et le commerçant. Plus cet indice trust est faible, plus le physique continuera. C'est pour ça que plus on monte dans l'hémisphère nord, plus ça se fait en digital. Si je prends le cas de l'Inde, qui est cité, où on a le meilleur, parce que dans l'expérience digitale, il y a toutes les phases du process. Et dans des études que je pourrais partager avec vous, on montre comment, sur certains par pays, quel process est le plus avancé. Le pays le plus avancé sur la partie contact avec la marque, c'est l'Inde, avec plus de 93% des marques qui ont plus de 5 canaux de communication sur leur modèle avec mieux que l'Allemagne, mieux que le Japon, mieux que tout. Quand on descend sur la partie delivery, on est à 12%. En Allemagne, où ça commence autour de 65, si ma mémoire, 70%, ça descend à 50%. Donc c'est une question de culture et de trust entre le vendeur et le commerciant. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Soukaina Benoît-Krim, business manager chez TIDS. Donc on a parlé du parcours, de la digitalisation du parcours client. Et on a aussi évoqué le fait que dans notre culture, le client marocain il a besoin d'avoir le contact avec le commercial directement. Après, la problématique qui se pose, c'est que dans plusieurs marques automobiles, on constate que le commercial a cette étiquette du fait qu'un lead, par exemple, c'est un curieux. Donc pour lui, c'est une perte de temps de le contacter, etc. Donc oui. Donc ma question est la suivante parce que actuellement le parcours client côté digital, ça a changé. Il y a des ciblages. Il y a par exemple chez TIDS, on a des formats in-read qui sont bien étudiés et tout. Donc c'est pas un curieux qui vient des réseaux sociaux juste pour savoir ce que c'est et puis voilà. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous envisagez l'intégration de l'équipe commerciale dans ce parcours pour justement qu'elle sache ce que le client a parcouru justement et pour arriver jusqu'à la phase finale et bien sûr renseigner un formulaire ou voilà. Écoutez, c'est un travail au quotidien. Je vous rejoins. C'est pas simple. C'est la partie la plus difficile, c'est la gestion de
de ce changement de mindset dans nos forces commerciales, chez nos forces commerciales. C'est pas le plus simple, on y travaille tous les jours. Alors vous parliez de curieux, moi j'adore les curieux. Notre boulot, c'est de rencontrer des gens curieux de notre marque qui viennent nous voir, que ce soit sur le net ou que ce soit dans nos showrooms. Vous savez, à l'époque, dans les showrooms, quand quelqu'un rentre, des commerciaux peuvent se regarder et disent, lui, il n'est pas acheteur. C'est des choses que vous connaissez. Ah, de mes riches. C'est scandaleux. Et on a travaillé là-dessus. On met des clients mystères. C'est notre travail. C'est un vrai travail qu'on fait. Donc maintenant, ça, on l'a dépassé parce qu'on a des process qui doivent être respectés. Il y a des enjeux financiers pour le concessionnaire. On fait la même chose pour la gestion des leads. On donne beaucoup d'argent à nos concessionnaires pour les inciter à travailler selon nos process. Nos process, ils sont ce qu'ils sont. On peut les discuter, mais ils sont obligatoirement appliqués. Et notre expérience à l'international montre qu'ils fonctionnent. Il y a pas mal d'argent à gagner, à respecter les process et à traiter les leads. Et ça peut être une raison de, comment on appelle ça, Moustapha ? Une éligibilité. Une éligibilité pour qu'il puisse gagner son variable. Et honnêtement, beaucoup de concessionnaires ont compris l'intérêt et travaillent. Alors, ils choisissent alors, il y a des profils chez les conseillers commerciaux. Ils choisissent le conseiller commercial qui est plus apte à le faire. Parfois, ils les spécialisent. Parfois, ils sous-traitent l'activité à quelqu'un qui va gérer les leads. Mais c'est quelque chose de, moi, je considère très, très, très important. Et ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent pour générer des contacts, des curieux, pour qu'ensuite, ne pas les qualifier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les qualifier, les traiter et transformer ces gens-là en vente. On ne peut pas accepter ça. J'imagine que... Non, je pense que vous parlez de ceux qui juste reçoivent comme ça des leads et au final, ils ne sont pas tous traités. Ben, c'est un peu normal quand vous envoyez une masse de leads à un commercial. Le matin, il vient, il trouve 60 leads. Ben, il ne peut pas les traiter. C'est pas possible. Matériellement, il ne peut pas le faire. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que tout le travail de qualification, parce que le problème c'est que quand il ne les considère pas dans le lot, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont acheteurs, mais il a tout mis à la poubelle. Donc c'est pour ça que souvent ça a été au début, il y a 7-8 ans, avec les trucs internet et blanc, etc., des curieux, des machins. Alors maintenant ça a changé. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a tous compris qu'on ne pouvait pas tout balancer aux commerciaux, qu'il fallait bien qualifier. Au-delà de la qualification, il fallait aller à presque un niveau de pre-sales ailleurs avant de donner la substantifique moelle au commercial pour qu'il transforme. Parfois, on peut même aller avec de la pré-transformation chez le prestataire quand il a les compétences pour le faire. Et puis, c'est beaucoup de process. C'est militaire. J'ai parlé tout à l'heure du nouveau process de vente. On n'a plus de commerciaux dans les showrooms. Ils sont tous en back-office. Il y a une dame qui est avec un iPad. Et donc, elle est obligée de prendre le contact du visiteur et en appuyant sur une touche, automatiquement, ça part. Elle est dirigée vers le commercial qui sort en moins de 45 secondes. Alors après, s'il ne veut pas appeler, nous, on a le lead. Donc les histoires de cartes de visite dans les agendas, c'est terminé. Donc, au final, le métier de la vente, les commerciaux vont tous vous dire que c'est un art. Or, c'est 90% de discipline et 10% d'art, éventuellement. Et donc, c'est ça qu'on se bat à essayer de faire dans nos points de vente au quotidien. Vous avez parlé des curieux. Les curieux d'aujourd'hui sont potentiellement les acheteurs de demain. Vous avez parlé des leads. Et là-dessus, la technologie peut apporter énormément de choses, bien sûr, en complément du dispositif humain, pour traiter de la masse. Aujourd'hui, toute donnée captée sur ce type de parcours est hyper importante. Et il faut non seulement la consigner, mais aussi la traiter et l'interpréter. Et aujourd'hui, l'essor de l'intelligence artificielle, le niveau de la technologie nous permet aujourd'hui d'essayer des choses qu'on ne faisait pas avant, et typiquement toute la partie interprétation. Toute l'analyse du parcours de clic adossée à des sujets quand on y intègre par exemple de l'intelligence artificielle conversationnelle, on peut échanger avec le prospect potentiel et comprendre tout de suite quel est le niveau de chaleur entre guillemets du lead. Et là derrière activer
le réseau humain pour aller transformer, pour aller entretenir la relation et la gérer. Mais générer, qualifier un lead, ça coûte de l'argent, hein, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il viendra le jour où, ça se fait dans d'autres pays, hein, pas chez nous malheureusement, mais où nous allons vendre ce lead au concessionnaire. Il va payer pour l'avoir, parce qu'on lui amène un client potentiel. Et quand il verra le taux de conversion, quand on lui envoie des gens bien qualifiés, il verra l'intérêt qu'il a à traiter très correctement ce lead. Mais ça viendra également au Maroc. Juste pour finir là-dessus, le métier d'un commercial, c'est de transformer. C'est pas de détecter, c'est pas de qualifier, c'est pas de renseigner. Tout ça, c'est d'autres équipes et des technologies qui permettent de le faire. Notamment la question du timing, elle est fondamentale. C'est-à-dire si vous arrivez au bon moment, vos chances de transformation sont démultipliées de façon très importante. Et le bon moment, c'est pas le commercial qui va pouvoir le traiter, puisqu'il gère des centaines de leads. C'est une bonne techno, de bons process, de bonnes équipes qui vont savoir qu'il nous avait donné une information qui fait que lorsqu'il aura vendu son véhicule, c'est là qu'il faudra acheter. La marque qui va venir au lendemain de cet acte de vente va avoir des chances de transformation 3 fois plus importantes. Alors, que celui qui attend. Une stat sur ça. Aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui se connecte un lead via la plateforme e-commerce de vente en ligne, quand vous traitez ce lead en moins de 15 minutes, la probabilité de transformation est multipliée par 8. En fait, on a parlé d'acte d'achat, vous avez répondu en partie à ma question. L'acte d'achat digitalisé, en fait, jusqu'où il peut aller au Maroc et quand? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer un acte d'achat, notamment pour un particulier, qui aille de A à Z sans passer par le vendeur, sans passer par le concessionnaire, sans passer par personne, mais uniquement via son écran ou son téléphone? Quand est-ce qu'on peut imaginer que ça va se multiplier? C'était la première question. Je l'ai maintenant. Maintenant, personne n'est allé jusqu'au bout, ne serait-ce que pour une petite raison, qui est toute bête, mais ça vaut le coup peut-être de le signaler. Aujourd'hui, si vous achetez un véhicule et vous faites ces transactions en ligne, il y a 3% ou 2% qui vont au CMI pour la transaction. Alors quand on achète une chemise à 200 balles, je veux bien. Mais quand on achète une voiture à 800 000 balles, mais dans le futur, ça va peut-être changer. Mais on s'est battu pendant 6 mois pour le changer. J'y suis pas encore arrivé. Ça devra changer. Oui, on a vu avec les deux, t'inquiète. Mais indépendamment de ce souci-là, c'est une question de trust, là encore. Le jour... Alors, nous, sur notre plateforme, on ne commande pas ou on ne paye pas un modèle version couleur. On va jusqu'au châssis. Vous avez le numéro de châssis sur votre bon de commande. C'est-à-dire, c'est ultra précis, ultra transparent. Mais n'empêche que le client a quand même besoin de voir. Il vient avec son papier. Voilà, j'ai passé ça sur le truc. Numéro de châssis, il est là? Oui, oui, monsieur. Il est tout à fait là. Alors maintenant, on pousse aussi pour ça. Moi, aujourd'hui, j'ai des modèles qui ne sont que sur la plateforme électronique. Donc le client, il vient au showroom, oui, très bien. Ben, monsieur, plateforme électronique. Parce que c'est un processus d'éducation. Et là encore, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Ce que veut le client. Pour répondre complètement à votre question, nous pensons que d'ici 2025, on pourra, pour notre marque, arriver à quelque chose autour de 15% de ventes initiées, c'est-à-dire avec advance payment sur la plateforme. On ne sait pas combien vont pouvoir aller jusqu'au bout, mais on sait que ce 15 pourra passer jusqu'à 30 d'ici 2030. Et c'est une moyenne à comparer par rapport aux perspectives mondiales des marques qui pensent que d'ici 2030, on sera à 50% de leads initiés avec paiement avance sur site. Est-ce qu'on y sera? Je ne sais pas.
Parce que le monde nous a prouvé que si je reviens 10 ou 15 ans en arrière, le mot d'ordre, c'était case dans l'automobile. C'était connected, autonomous, shared, electric. Connected, oui, on y est. Autonomous, on va y être. Shared, electric, on va y être. Et maintenant, c'est devenu digital. Depuis 5 ou 6 ans, oui, ça va continuer. Donc, il y a des choses qui parfois sont des paris et qui ne se retrouvent pas. On verra bien, l'avenir nous le montrera, et c'est pour ça que c'est excitant de se lever tous les matins. Tu as dit l'essentiel. Ce que je peux dire, c'est que oui, ça viendra. Quand, je ne sais pas. Mais ça ne viendra pas, ça ne sera pas du jour au lendemain. Ce qui se passera, et on le fait déjà, hein, on peut vendre une liste de châssis sur Internet en direct. On pourra vendre un modèle sur Internet. Ça va démarrer comme ça. Puis un jour, on vendra les modèles sur Internet. Mais ce qui est important de retenir, pour ce qui me concerne, c'est que ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est donner satisfaction à nos clients et de leur permettre de nous contacter par le canal qu'ils souhaitent. Et d'être performants sur tous les canaux avec les beaux outils de ces messieurs et process. Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous.